Nous devons considérer ensemble si le cerveau, qui ne fonctionne désormais que partiellement, a la capacité de fonctionner complètement. Complètement. Maintenant, nous n'en utilisons qu'une partie, ce que nous pouvons voir pour nous-mêmes. Nous pouvons voir que la spécialisation, qui peut être nécessaire, produit le fonctionnement d'une seule partie du cerveau. Si nous sommes des scientifiques spécialisés dans cette affaire, ne fait naturellement qu'une partie du cerveau. Si nous sommes mathématiques, il en va de même. Dans le monde moderne, nous devons nous spécialiser et nous demandons s'il est toujours possible de permettre au cerveau de fonctionner complètement. Et une autre question que nous posons est la suivante. Qu'arrivera-t-il à l'humanité, avec nous tous, lorsque l'ordinateur surmonte l'homme dans la pensée? Disent avec précision et rapidement. Comme disent les experts, avec le développement du robot, l'homme n'aura que 2 heures de travail par jour. Cela peut se produire dans un avenir prévisible. Alors que fera le homme? Est-il absorbé par le domaine du plaisir? Cela se produit déjà. Les sports deviennent plus importants. Il y a la télévision et il y a les variétés de divertissements religieux, où il tournera à l'intérieur ce qui n'est pas un divertissement, mais quelque chose qui nécessite une grande capacité à observer, à examiner, et non à une perception personnelle. Ce sont les 2 possibilités. Le contenu de base de notre conscience humaine est de rechercher le plaisir et d'éviter la peur. L'humanité suivra-t-elle de plus en plus de divertissements? Espérons que ces réunions ne sont pas une forme de divertissement. Maintenant, le cerveau peut-il être totalement libre de fonctionner entièrement? Parce que toute spécialisation, ou suivi n'importe quel chemin, une certaine routine habituelle ou modèle implique inévitablement que le cerveau fonctionne partiellement, et donc avec une énergie limitée. Nous vivons dans une société de spécialisation. Ingénieurs, physiciens, chirurgiens, charpentiers et spécialisation des croyances, dogmes et rituels privés. Certaines spécialisations sont nécessaires, comme le chirurgien ou le menuisier, mais malgré cela, le cerveau peut-il fonctionner complètement, entièrement, et donc avoir une énergie extraordinaire? C'est, je pense, une question très sérieuse que nous devons poser ensemble. Si nous regardons notre propre activité, nous constatons que le cerveau fonctionne très partiellement, fragmentairement, ce qui entraîne que notre énergie devient de moins en plus petite à mesure que nous vieillissons, biologiquement, physiquement. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes pleins de vitalité. Mais lorsque nous sommes instruits, puis suivons un mode de vie qui nécessite une spécialisation, l'activité cérébrale devient réduite, limitée, et son énergie devient de moins en plus petite. Bien que le cerveau puisse être obligé d'avoir une certaine forme de spécialisation, pas une spécialisation religieuse, car c'est la superstition. Comment le chirurgien, par exemple, peut-il également opérer en totalité? Vous ne pouvez fonctionner pleinement avec l'énorme vitalité d'1 million d'années lorsqu'il est complètement gratuit. La spécialisation, qui est maintenant nécessaire pour faire la vie, peut ne pas être nécessaire si l'ordinateur assume la commande. Il ne prendra pas la chirurgie, évidemment. Il n'assumera pas le sentiment de beauté comme lorsque nous regardons les étoiles la nuit, mais il peut prendre le commandement d'autres fonctions. Le cerveau humain peut-il être totalement libre sans aucune forme de connexion? Connexion à certaines croyances, expériences, etc. Lorsque le cerveau est occupé par des problèmes, une spécialisation avec un mode de vie, c'est dans une activité limitée. Mais lorsque l'ordinateur a pris le relais, cette activité deviendra de plus en plus petite et par conséquent, elle se détériorera. Ce n'est pas quelque chose pour l'avenir. Cela se produit vraiment maintenant, si nous observons notre propre activité mentale. Votre conscience peut-elle, avec votre contenu de base de la peur, la recherche, le plaisir, avec toutes les implications de chagrin, de douleur et de souffrance, est-il blessé intérieurement et ainsi de suite, devenant totalement libre? Nous pouvons avoir d'autres formes de conscience. La conscience du groupe, la conscience raciale, la conscience nationale, la conscience du groupe catholique, le groupe hindou, etc. Mais en gros, le contenu de notre conscience est la peur,
la poursuite du plaisir et la douleur, la souffrance et, enfin, la mort. Cela comprend le contenu central de notre conscience. Nous observons ensemble tout le phénomène de l'existence humaine qui est notre existence. Nous sommes l'humanité parce que notre conscience, qu'elle soit chrétienne, qui vit dans le monde occidental, celle d'un musulman au Moyen-Orient, ou celle d'un bouddhiste dans le monde asiatique, est essentiellement la peur, la poursuite du plaisir et la charge sans fin de douleur, blessés et souffrance. Notre conscience n'est pas la nôtre, personnelle. Ceci est très difficile à accepter, car nous étions tellement conditionnés si nous avons demandé que nous résisons au fait réel que nous ne sommes en aucun cas des individus. Nous sommes tous l'humanité. Ce n'est pas une idée romantique, ce n'est pas un concept philosophique, ce n'est pas absolument un idéal. C'est un fait si nous examinons attentivement. Ainsi, nous devons savoir si le cerveau peut être exempt du contenu de votre conscience. Messieurs, pourquoi écoutez-vous le professeur? Est-ce parce que, écoutant le conférencier, écoute-t-il le même? Est-ce ce qui se passe? Le conférencier fait juste une observation. Agissant comme un miroir dans lequel vous vous voyez la réalité de votre propre conscience. Ce n'est pas la description que le professeur observe, ce qui devient juste une idée si vous ne faites rien de plus que de vous accompagner. Mais si, grâce à la description, vous réalisez vraiment l'état de votre esprit, votre propre conscience, alors écouter le conférencier est d'une certaine importance. Et si à la fin de ces conférences que vous vous dites « Je n'ai pas changé, pourquoi ? Et c'est de ta faute. Vous avez parlé peut-être pendant 50 ans et je n'ai pas changé. » Est-ce la faute du professeur? Ou s'ils disent « Je n'ai pas pu le mettre en action », c'est naturellement la faute du professeur. À travers la description faite par des mots, qui est la conscience de toute l'humanité, le monde occidental peut croire en certains symboles religieux et rituels. Le monde oriental fait de même. Mais derrière tout cela est la même peur, la même recherche de plaisir, la même charge de cupidité, la douleur, la blessure, et le fait de vouloir bien faire. Tout cela est commun à toute l'humanité. Ainsi, en entendant, nous apprenons nous-mêmes. Et pas seulement en suivant la description. Nous apprenons vraiment à nous regarder et donc à produire une liberté totale dans laquelle chaque cerveau peut fonctionner. Après tout, la méditation, l'amour et la compassion sont des opérations de tout le cerveau. Lorsqu'il y a le fonctionnement de l'ensemble, il y a une commande complète. Lorsqu'il y a un ordre intégral, intérieur, il y a une liberté totale. Et ce n'est qu'alors qu'il peut y avoir quelque chose de sacré intemporel. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas quelque chose à obtenir. Ceci, qui est éternellement intemporel et sacré, ne se produit que lorsque le cerveau est totalement libre de travailler en entier. Le contenu de notre conscience est formé par toutes les activités de pensée. Le contenu peut-il toujours être gratuit pour qu'il existe une dimension totalement différente? Regardons donc tout le mouvement du plaisir. Il n'y a pas seulement du plaisir biologique, y compris le sexuel. Il y a aussi du plaisir à la possession, le plaisir d'avoir de l'argent, le plaisir d'obtenir quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Il y a du plaisir dans le pouvoir politique ou religieux, le pouvoir sur une personne, le plaisir de l'acquisition de la connaissance et de l'expression de cette connaissance en tant qu'enseignant, écrivain ou poète, la satisfaction pour mener une vie très stricte, morale et ascétique, le plaisir d'obtenir quelque chose d'intérieur qui n'est pas commun à l'homme ordinaire. C'est le modèle de notre existence depuis des millions d'années. Le cerveau était conditionné à cela et est donc devenu limité. Tout ce qui est conditionné est limité. Et donc le cerveau, lors de la poursuite des différentes formes de plaisir, il devient inévitablement petit, limité et étroit. Et probablement, faisant cela inconsciemment, nous recherchons différentes formes de divertissement. Soulagement par le sexe à travers différentes espèces de réalisations. Veuillez noter cela en vous-même, votre propre activité dans la vie quotidienne.
Si vous regardez, vous verrez que notre cerveau est occupé chaque jour avec une chose ou une autre, bavarder, parler sans cesse, comme une machine qui ne s'arrête jamais. Et donc le cerveau s'use progressivement et deviendra inactif si l'ordinateur prend sa place. Alors pourquoi les êtres humains sont-ils attachés à cette recherche perpétuelle de plaisir? Pourquoi? Est-ce parce qu'ils sont complètement seuls? Fuient-ils ce sentiment d'isolement? Est-ce parce que c'était de l'enfance conditionné à cela? Est-ce parce que la pensée crée l'image du plaisir, puis la recherche? La pensée est-elle la source du plaisir? Par exemple, nous avons eu une sorte de plaisir lorsque nous mangeons des plats très chauds, ou le plaisir sexuel, ou le plaisir d'être flatté, et le cerveau enregistre ce plaisir. Les incidents qui ont produit le plaisir ont été enregistrés dans le cerveau. Et la mémoire de ces incidents d'hier ou de la semaine dernière est le mouvement de la pensée. La pensée est le mouvement du plaisir. Le cerveau a enregistré des incidents agréables et passionnants qui méritent d'être rappelés. Et la pensée les projette à l'avenir et les cherche. Ainsi, la question est donc pourquoi la pensée mène à la mémoire d'un incident qui a réussi et terminé. Cela ne fait-il pas partie de notre occupation? Un homme qui veut de l'argent, du pouvoir, du poste est perpétuellement occupé avec cela. Peut-être que le cerveau est ainsi occupé par le souvenir de quelque chose la semaine dernière, qui a fait grand plaisir et qui est conservé dans le cerveau. Cette pensée se projette comme un plaisir futur et le cherche. La répétition du plaisir est le mouvement de la pensée, et donc limité. En conséquence, le cerveau ne peut jamais fonctionner entièrement, ne peut fonctionner que partiellement. Maintenant, la question suivante est, si c'est le modèle de pensée, comment la pensée peut-elle être détenue? Ou plutôt, comment le cerveau peut-il arrêter de s'inscrire d'hier qui a fait du plaisir? C'est une question évidente. Mais pourquoi le faisons-nous? Pourquoi? Est-ce parce que nous voulons échapper au mouvement du plaisir? Et cette même évasion est une autre forme de plaisir. Mais si vous réalisez le fait que l'incident qui a fourni un grand plaisir, une excitation, est terminé, ce n'est plus une chose vivante, mais quelque chose qui s'est produit il y a une semaine. C'était une chose vivante à l'époque, mais ce n'est pas maintenant. Ne pouvez-vous pas le terminer? Le terminer ne le prend pas. La question n'est pas de savoir comment la terminer, ni comment l'arrêter, c'est juste voir concrètement comme le cerveau, comment la pensée fonctionne. La peur est l'état commun de toute l'humanité. Vous vivez dans une petite maison ou un palais. Non pas de travail ou non pas trop de travail. Ayez une énorme connaissance de tout sur le visage de la terre ou ignorant. Que vous soyez des prêtres ou les plus hauts représentants de Dieu, ou quoi que ce soit, il y a toujours cette peur profonde et enracinée, commune à toute l'humanité. C'est le terrain d'entente où toute l'humanité marche. Il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est un fait absolu et irrévocable qui ne peut être contredit. Bien que le cerveau soit piégé dans ce modèle de peur, son fonctionnement est limité et ne peut donc jamais fonctionner entièrement. Ainsi, il est nécessaire, si l'humanité veut survivre complètement, comme les êtres humains, et non en tant que machines, à découvrir par eux-mêmes s'il est possible d'être totalement exempt de peur. Nous nous soucions de la peur elle-même, pas de l'expression de la peur. Qu'est-ce qu'une peur? Lorsque la peur existe au même moment, la reconnaissance de la peur est-elle décrite lorsque la réaction se produit, ou que la description arrive plus tard? Alors il est temps. Supposons que quelqu'un ait peur. Que ce soit la peur de quelque chose que vous avez fait dans le passé et ne veut pas que quelqu'un d'autre sache. Ou quelque chose s'est produit dans le passé qui suscite à nouveau la peur. Ou il y a une peur pour lui-même sans objectif. Dans une seconde où la peur se produit, appelons-nous la peur. Ou cela ne se produit qu'après. C'est certainement après que cela s'est produit. Cela signifie que les incidents de peur antérieurs qui ont été conservés dans le cerveau sont rappelés immédiatement après la réaction. La mémoire dit « c'est la peur ».
Dans le suivant et la proximité de la réaction, nous ne l'appelons pas la peur. Ce n'est qu'après que cela arrive que nous l'appelons la peur. Nous l'appelons la peur par la mémoire d'autres incidents qui ont été émergés, qui étaient appelés peur. Nous nous souvenons de ces craintes du passé et d'une nouvelle réaction surgit, qui immédiatement nous nous identifions au mot peur. C'est assez simple. Ainsi, il y a toujours la mémoire qui fonctionne dans le présent. La peur est-elle donc le temps? La peur de quelque chose qui nous est arrivé il y a une semaine, qui a produit ce sentiment en nous, nous appelons la peur. Et son implication future, selon laquelle elle ne devrait pas se reproduire. Cependant, cela peut se reproduire. Nous avons donc peur d'elle. Alors nous nous sommes demandé, est-ce que l'origine de la peur? Alors qu'est-ce que le temps? Le temps montré sur l'horloge est très simple. Le soleil est né à un certain moment et se met à un moment donné. Hier, aujourd'hui et demain. C'est la séquence naturelle du temps. Il y a aussi le temps psychologique intérieur, l'incident qui s'est produit la semaine dernière, qui a fait du plaisir, ou qui a suscité le sens de la peur, est rappelé et projeté dans le temps. Je peux perdre ma position, je peux perdre mon argent, je peux perdre ma femme. À venir. Alors, la peur commencera-t-elle à partir de l'heure psychologique? Il a l'air. Et qu'est-ce que le temps psychologique? Ce n'est pas seulement le moment physique qui a besoin d'espace, mais aussi du temps psychologique a besoin d'espace. Hier, la semaine dernière, modifié aujourd'hui, et demain. Il y a de l'espace et du temps. C'est simple. Ainsi, vous craignez le mouvement du temps? La pensée est le temps. Et le temps est la peur, évidemment. Nous avions peur du dentiste. Ceci est stocké, est rappelé et projeté. Nous espérons ne plus avoir cette douleur, en pensant en mouvement. Ainsi, la peur est un mouvement de pensée dans l'espace et le temps. Si nous réalisons cela, non pas comme une idée, mais comme réalité, ce qui signifie que nous devons accorder une attention totale à ce modèle pour le moment où il est né. Il n'est donc pas enregistré. Faites cela et vous découvrirez par vous-même, lorsque vous faites une attention totale à une insulte, il n'y a pas d'insulte. Ou si quelqu'un apparaît et dit « Quelle personne merveilleuse vous êtes » et que vous faites attention, cela n'a aucun effet. Le mouvement de la peur est pensé dans le temps et l'espace. C'est un fait, ce n'est pas quelque chose décrit par le conférencier. Si tu es observant par eux-mêmes, alors ce sera un fait absolu. Vous ne pouvez pas vous en échapper. Vous ne pouvez pas échapper à un fait. Il existe pour toujours. Vous pouvez essayer de l'éviter, vous pouvez essayer de le supprimer, essayer toutes les espèces d'évasion, mais elle existera toujours. Si vous prêtez toute une attention au fait que la peur est le mouvement de la pensée, alors il n'y aura pas de peur psychologique, le contenu de notre conscience. La pensée a créé de nombreuses formes de pouvoir différentes aux États-Unis psychologiquement, mais elles sont toutes limitées. Lorsqu'il y a la libération de l'imitation, il y a un sentiment de pouvoir surprenant. Pas une puissance mécanique, mais une sensation d'énergie extraordinaire. Cela n'a rien à voir avec la réflexion. Et par conséquent, cette puissance, cette énergie, ne peut pas être mal employée. Mais si la pensée dit « je l'utiliserai », alors cette puissance, cette énergie est dissipée. Un autre facteur qui existe dans notre conscience est le chagrin, le dégoût, la douleur et les blessures qui restent dans la plupart des êtres humains depuis l'enfance. Cette blessure psychologique, votre douleur est rappelée et résiste. Le licenciement est né de lui. Le chagrin est impliqué avec lui. Il y a la pesée mondiale de l'humanité qui est venue avec des milliers et des milliers de guerres, par lesquelles des millions de personnes ont pleuré. La machine de guerre est toujours avec nous, dirigée par des politiciens, renforcée par notre nationalisme, par le sentiment que nous sommes séparés des autres, nous et eux, vous et moi. Et un regret mondial. Ce que les politiciens construisent et construisent de plus en plus, nous sommes prêts pour une autre guerre. Et quand nous nous préparons à quelque chose, il y a une sorte d'explosion quelque part. Ce n'est peut-être pas au Moyen-Orient. Cela peut arriver ici. Puisque nous nous préparons à quelque chose, nous l'obtiendrons.
C'est comme préparer de la nourriture. Mais nous sommes tellement stupides que tout cela continue, y compris le terrorisme. Nous demandons si tout ce modèle d'être blessé, de connaître la solitude et la douleur, de résistance, de rassemblement, d'isolement, ce qui provoque des douleurs physiques, peut se terminer si le dégoût, le regret de perdre une croyance précieuse que nous avons maintenue, ou la déception que vient de perdre quelqu'un que nous avions suivi, par qui nous nous battons, se rendu, peut également. Est-il possible d'être toujours libre de tout cela? Il est possible que nous postulions, et non seulement en parlons sans fin. Dans ces circonstances, nous réalisons que nous sommes blessés psychologiquement depuis l'enfance. Nous voyons toutes les conséquences de cette blessure, à laquelle nous résumons que nous ne rétractions plus à être blessés. Nous encourageons l'isolement et construisons donc un mur autour de nous. Dans nos relations, nous faisons de même. Les conséquences de la blessure depuis l'enfance sont la douleur, la résistance, le souvenir, l'isolement, une peur de plus en plus profonde. Et, comme l'a dit le conférencier, il y a le regret mondial de l'humanité. Les êtres humains ont été torturés par des guerres, torturés par des dictatures, le totalitarisme, torturés dans diverses parties du monde. Et il y a du chagrin pour mon frère, mon fils, ma femme qui a fui ou mort. Le regret de la séparation, le regret qui se produit lorsque l'un s'intéresse profondément à quelque chose et que l'autre ne l'est pas. Dans tout ce regret, il n'y a ni compassion, ni amour. La fin du chagrin apporte l'amour. Pas du plaisir, pas du désir, mais de l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a de la compassion. Et que l'intelligence est ce qui n'a rien à voir avec l'intelligence de la pensée. Nous devons nous considérer très attentivement comme l'humanité. Pourquoi nous portons toutes ces choses dans nos vies? Pourquoi nous ne terminons jamais cette condition? Sera-t-il en partie pour l'indolence et en partie par l'habitude? Habituellement, nous disons « Oh, cela fait partie de notre habitude, une partie de notre conditionnement. Que puis-je faire? Comment puis-je moi-même récompenser? Je ne trouve pas la réponse et je vais chez le gourou à la porte à côté. Ou plus loin, au prêtre, à ceci ou à cet autre. » Nous ne nous arrêtons jamais et disons « Regardons attentivement nous-mêmes et réalisons si nous pouvons le gagner, comme toute autre habitude. L'habitude de fumer peut être suspendue, ou l'habitude des drogues et de l'alcool. Mais nous disons à quel point je vieillis, et de toute façon, le corps se détruit. L'importance a donc un peu plus de plaisir. Et donc, nous continuons. Nous ne ressentons pas complètement responsables de toutes les choses que nous faisons. Au contraire, nous blâmons notre environnement, notre société, nos parents, notre hérédité. Nous avons trouvé une excuse, mais nous ne nous sommes jamais appliqués. Si nous avions vraiment un désir, le désir immédiat de découvrir pourquoi nous sommes blessés, cela peut être fait. Nous sommes blessés parce que nous construisons une image de nous-mêmes. C'est un fait. Quand nous disons « je suis blessé », c'est l'image que nous avons à notre propre respect qui est blessée. Quelqu'un apparaît et marche avec sa botte dans cette image et nous nous sommes blessés. Nous nous sommes blessés par la comparaison. Je suis ça, mais l'autre personne est meilleure. Tant que nous avons une image de nous-mêmes, nous nous blesserons. C'est un fait. Et si nous ne faisons pas attention à ce fait, mais supprimer une image de nous-mêmes, de quelque nature que ce soit, quelqu'un s'en tiendra à une épingle et nous nous blesserons. Si nous faisons une image de nous-mêmes, en tant que personne qui va à un grand public, est célèbre, et a obtenu une réputation qui maintenir, dont quelqu'un nuira à cette image. Quelqu'un qui a un public plus large. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.